Aujourd'hui, je vais vous présenter le projet de ma thèse qui vise à explorer les dynamiques microbiennes au vignoble et le lien avec les dynamiques qui peuvent se retrouver dans les caves. Comme vous le savez tous, le raisin, une fois qu'il est vendangé, il est trié, puis il est emmené dans la cave où il va être vinifié. Et dans la cuve, avec lui, il va emmener tout un cortège de micro-organismes. Donc c'est ce qu'on appelle le microbiote des baies et qui peut être rejoint secondairement par le microbiote de la cave, donc présent dans l'air ou sur le matériel vinicole. Donc cette flore indigène va permettre de réaliser les vinifications, soit totalement dans le cadre des fermentations spontanées, soit en interaction avec une flore inoculée, dans le cas des fermentations ensemencées. Et donc ça peut avoir un impact sur les qualités des vins, in fine, et Jean-Luc Legras vous parlera plus en détail de ça juste après moi. Donc beaucoup d'études se sont intéressées au microbiote des baies de raisin, et notamment aux facteurs qui façonnent ce microbiote du raisin. Pardon. Et donc, il y a eu beaucoup d'études, notamment sur les facteurs abiotiques, donc climatiques, notamment les températures, l'humidité ou les rayonnements UV. Il y a eu aussi pas mal de choses sur les facteurs biotiques intrinsèques à la vigne, donc on a pu voir sur le cépage, l'âge de la vigne ou alors la maturité des baies de raisin. Il y a aussi des études, comme présenté avant, sur les gestions agronomiques, donc les pesticides ou bien les gestions paysagères. Et tous ces facteurs peuvent interagir ensemble et donner une biogéographie microbienne, donc induire des différences régionales dans le microbiote des vins et, in fine, avoir une distinction sur les profils des vins. Et certains auteurs parlent même de terroir microbien. Mais par contre, ces raisins qui sont par définition éphémères sont absents pendant une période de l'année. Mais chaque année, à chaque nouveau millésime, il y a bien une recolonisation des microbes sur les baies de raisin. Donc ça pose certaines questions, notamment où sont les micro-organismes en absence de fruits et comment colonisent-ils les baies de raisin et qu'est-ce que ça implique pour les levures comme pour les potentiels vecteurs. Donc là, je vais ouvrir une parenthèse pour prendre un peu de recul et pour expliquer un peu notre vision dynamique du système en faisant une analogie avec le paludisme qu'on connaît tous malheureusement, qui est causé par un agent pathogène du genre Plasmodium et qui interagit avec l'humain qui va causer cette maladie. Donc on peut s'intéresser aux facteurs de l'hôte, aux facteurs du pathogène, mais pour mieux comprendre cette maladie, on a été obligé de prendre en compte un autre secondaire à ce pathogène, qui est un vecteur, donc le moustique. Et pour encore mieux comprendre cette maladie, on a dû prendre en compte l'habitat dans lequel ce vecteur interagit, dans lequel il va pouvoir évoluer. Si on revient à nos levures, leur but, c'est pas forcément de faire du bon vin ou de faire pourrir les baies, comme tous les organismes, y compris Homo sapiens derrière, il n'y a pas forcément de but si ce n'est de se maintenir dans l'écosystème. Et donc pour ça, il faut survivre, persister. Donc quand les conditions sont difficiles, quand il manque de ressources ou qu'il fait froid, il faut pouvoir disperser, pouvoir accéder à des nouvelles ressources. Et aussi, il faut se reproduire. Et tous ces éléments peuvent se faire à travers des vecteurs et des habitats différents. Si on prend nos baies de raisin, en fait, elles sont insérées dans un paysage beaucoup plus complexe, avec des vignes aux alentours, du sol, des écorces, des insectes qui gravitent, et aussi des habitats semi-naturels comme des haies ou des forêts. Il peut y avoir aussi les caves qui peuvent être plus ou moins proches des vignobles, que ce soit les caves appartenant aux vignobles ou des caves de coopératives ou de collègues. Tous ces tous ces éléments du paysage peuvent être des réservoirs microbiens, et c'est assez bien décrit, qui partagent tout ou partie les mêmes micro-organismes que le microbiote des baies. Ça pose la question des flux microbiens donc, qui peuvent avoir lieu entre ces compartiments, donc ce qu'on appelle les échanges, les flux microbiens. Et classiquement, il est évoqué l'air qui peut transporter des micro-organismes, les ruissellements des pluies ou alors les activités humaines qui peuvent disperser ces micro-organismes. Nous, notre focus, il est principalement sur les drosophiles des guêpes et les abeilles, puisqu'en fait, ils arborent un microbiote très similaire à ceux des baies de raisin, et ils ont la particularité de pouvoir se déplacer à travers tous les compartiments, et on le voit à la cave au moment des vendanges. Donc si on revient aux fonctions écologiques essentielles, notamment la dispersion, en fait, les insectes et les levures, en partie, sont impliqués dans des relations à bénéfice mutuels. Et donc pour les insectes, les levures sont notamment une ressource nutritive importante, donc avec beaucoup de protéines, mais par leur activité métabolique produisent des composés volatiles qui peuvent indiquer la présence de sucre. Ça marche pour les fruits, mais c'est la même chose pour les fleurs. Et ensuite, les insectes qui vont visiter ces fruits attirés par les productions, par les signaux des levures, vont pouvoir les transporter quand ils vont visiter les différents patchs, les différentes ressources, que ce soit les fruits ou les fleurs ou d'autres habitats. Pour la dispersion, cette fois-ci, à l'échelle de l'année, enfin entre les saisons,
des auteurs, Knight et Goddard, en 2016, ont évoqué l'hypothèse de fruits de forêt réservoir, qui indique qu'à la fin au moment des vendanges, la maturation des fruits, certains fruits tombent au sol, vont se momifier, vont pouvoir passer l'hiver. Certains micro-organismes peuvent tomber au sol, d'autres revenir dans les habitats semi-naturels en étant transportés par les insectes, vont pouvoir hiverner sous forme de spores, puis, à la belle saison, revenir sur les fruits par la vection des insectes. Une étude qui montre ça, c'est une étude menée par des Italiens qui ont comparé le microbiote d'insectes, de guêpes au vignoble, mais dans deux vignobles différents, enfin dans plusieurs vignobles différents, mais avec des habitats différents, avec soit des forêts aux alentours, soit des vignes qui sont entourées d'autres vignes. Ils ont pris ces insectes, ont analysé le microbiote et ont trouvé beaucoup plus de levure dans les insectes qui étaient entourés de forêts et beaucoup plus de diversité fongique, et notamment dans ces communautés différentes, beaucoup plus de cerevisiers hébergés lorsque dans leur environnement il y avait des forêts. Une autre manière de réaliser son cycle écologique, ça va être de persister dans le temps, pour survivre hors des saisons des fruits. Et en fait, on retrouve des levures, notamment Saccharomyces cerevisiae, chez les insectes, notamment les guêpes, dans leur tube digestif tout au long de l'année, l'hiver compris. Et chez certaines abeilles, on peut même retrouver du cerevisier dans les nids, donc dans les structures sociales de ces individus. Il y a aussi une transmission à la génération suivante qui peut avoir lieu, notamment chez les guêpes et les drosophiles. Et ça permet de maintenir les populations de levures dans le temps, même en absence de fruits, et même lorsqu'un individu va mourir, s'il s'est reproduit, il va pouvoir transmettre les levures à la génération suivante. Maintenant, si on revient aux fruits, et qu'on se pose la question de la détection de ces Saccharomyces cerevisiae, on a évoqué tout à l'heure qu'il n'y avait pas beaucoup de chances de la détecter. Et en fait, si on prend 1000 baies, il y a environ seulement une chance sur 1000 de détecter cette baie. Les données varient, mais globalement, on est inférieur à 1% de détection pour les baies saines. Cette fois-ci, si on prend les baies altérées, il nous suffit de 4 baies pour détecter la présence de cerevisiae. Et donc ces différences de fréquence nous interrogent sur les hotspots microbiens, sur ces fruits altérés qui peuvent contribuer au microbiote des baies dans la parcelle. Et en fait, les blessures causées par les insectes sont des points d'entrée vers une pulpe plus sucrée, donc elles vont pouvoir déposer un inoculum microbien, soit par la ponte, soit par les morsures, et accéder à des ressources en sucre et pouvoir se développer. Une autre chose, c'est que les larves de drosophiles sont des ingénieurs du microbiote. En fait, une fois que la drosophile a pondu et que la larve se développe dans le fruit, elle va modifier les conditions internes du fruit pour favoriser une densité de levure supérieure et aussi moduler les communautés microbiennes qui s'y trouvent. Et généralement, ça va être en faveur des levures qui sont bénéfiques pour ces larves elles-mêmes. Donc on a des fruits qui, en interaction avec les insectes, vont avoir des microbes qui vont pouvoir s'amplifier, il va y avoir une charge microbienne très forte, et qui va pouvoir agir d'une première manière d'un relais de dispersion secondaire. Donc on a un foyer qui peut servir de relais pour la microflore des autres baies saines, qui vont ensuite être mis dans la cuve, même si on ne met pas du coup la baie rouge ici, la première baie source qui sert de relais. Un autre moyen, c'est que même s'il y a du tri, il y a forcément des fois des petits manqués, et des fois il y a des baies altérées qui ne paraissent pas altérées, mais à l'intérieur peut y avoir un inoculum, une amplification préliminaire, et cette baie qui passerait à travers le tri pourrait être mise dans la cuve et initier des fermentations et expliquer des variations de dynamique fermentaire entre des petits volumes et des grands volumes, où en fait il y a plus de chances de mettre ces baies particulières dans les vinifications. Donc pour essayer d'étudier tout ça, de comprendre ce système dynamique, on a travaillé avec des producteurs du Pic Saint-Loup, avec 8 parcelles de Syrah au Pic Saint-Loup et une parcelle de Syrah à Pêche Rouge, avec des environnements assez contrastés, donc avec des vignes entourées de vignes et des vignes entourées de forêts. Et dans ces parcelles, on a échantillonné les forêts aux alentours, donc le sol, les écorces. On a fait la même chose dans la vigne, donc on a pris des pieds de vigne où on a échantillonné l'écorce, le sol de la vigne. On a échantillonné des raisins, et des raisins où on avait placé des filets anti-insectes en amont, au début de la saison des fruits. On a échantillonné de l'air, des insectes et aussi les fermentations pour voir les dynamiques microbiennes de ces fermentations. Donc tout ça, on a fait ça par métagénomique, métabarcoding, et donc je ne vais pas le présenter puisque ça a déjà été fait. Donc avec tout ça, on va pouvoir décrire le microbiote des baies, décrire les réservoirs microbiens dans le paysage viticole, identifier les flux et éventuellement les contributions des insectes.
Pour l'instant, on n'a pas encore les données, c'est un travail qui est en cours, mais ce sera avec plaisir d'en discuter une fois que j'aurai les données. Aussi, en 2025, actuellement, je suis en train de faire des expérimentations au CBGP avec un dispositif contrôlé. Donc j'ai des baies, des levures qui ont été isolées du chai ou de la vigne et des drosophiles. Et tout ça, c'est pour tester, d'avoir une compréhension plus fine des mécanismes d'amplification de ces levures dans les fruits, et notamment tester l'effet du stade de l'insecte, de l'espèce de levure sur l'inoculation des fruits et la croissance microbienne associée. Donc tout ça, ça nous permet de comprendre mieux les stratégies écologiques des levures dans des systèmes multi-hôtes. Donc là, on s'affranchit de seulement regarder seulement le raisin, mais des partenaires des levures qui sont in situ, qui interagissent avec les levures. Donc pour conclure, bien qu'il y ait des effets du climat, du cépage et des pratiques agronomiques, il y a aussi tous les facteurs paysagers, puisqu'en fait le raisin n'est pas un vase clos, mais va interagir étroitement avec les réservoirs, les vecteurs et les amplificateurs du paysage viticole. Et donc de mieux comprendre ces réservoirs microbiens du paysage ainsi que les éventuelles voies de colonisation, ça nous permet une compréhension éventuellement plus fine des terroirs microbiens et peut-être demain de contribuer à trouver des pistes de gestion de ces terroirs microbiens. Donc merci pour votre attention. Je tenais à remercier du coup l'INRAE qui finance ma thèse ainsi que la région Occitanie et puis tous les domaines partenaires du Pic Saint-Loup avec qui on a travaillé en 2024. Merci à vous.